C'est l'histoire de Mathieu, un jeune banlieusard de 23 ans qui, fatigué de la vie trépidante de la région d'Île-de-France, a décidé de quitter son quotidien pour s'installer dans la ville tranquille et charmante de Tours, au cœur de la France. Sa vie était généralement calme, se résumant à son travail de chauffeur-livreur. Chaque jour, après avoir parcouru les routes, pour livrer des colis, il rentrait chez lui, pour préparer ses repas, et se retirer tôt le soir. Un week-end, Mathieu décide de changer sa routine, et de sortir avec quelques collègues de travail. Au cours de la soirée, il remarque une fille qui semble s'intéresser à lui. Curieux, il décide de l'aborder, et une conversation agréable s'engage. Cependant, la soirée prend une tournure étrange lorsque la fille, sous pression, s'éclipse subitement. Malgré cette fin surprenante, Mathieu parvient à lui donner son numéro de téléphone. La déception de ne pas avoir obtenu le numéro de la fille persiste, mais la vie reprend son cours. Mathieu retourne à son travail le lundi suivant, et par un curieux hasard, il se retrouve à effectuer une livraison inhabituelle, dans la région du centre Val-de-Loire. L'endroit est isolé, avec un cimetière à proximité qui éveille sa curiosité. Inquiété, il décide de réduire le volume de sa musique, et de sonner à l'interphone, pour remettre le colis. À sa grande surprise, la destinataire du colis se révèle être la même fille mystérieuse du week-end précédent. Intrigué par cette coïncidence, Mathieu salue la fille qui semble triste et embarrassée. Il lui pose la question de savoir si sa hâte de partir lors de leur première rencontre était due à sa résidence éloignée de Tours. La fille, gênée, avoue ses préoccupations liées à son lieu de vie isolé, mais propose néanmoins à Mathieu de prendre un café chez elle. Fatigué mais intrigué par cette opportunité, Mathieu assure à la fille qu'il n'a aucun problème à prendre un café chez elle, même si chez lui aussi, c'est le désordre. Après un moment d'hésitation, la fille accepte, et l'invite chez elle, pour boire un café. Cependant, à son arrivée, Mathieu est choqué par l'état chaotique de la maison. Rien n'est en place, donnant l'impression d'être dans un lieu abandonné, bien que la télévision fonctionne. De plus en plus mal à l'aise, Mathieu décide de partir plus tôt que prévu. Cependant, la fille insiste pour qu'il reste, exprimant son attirance pour lui. Mathieu, tentant de rester courtois, refuse ses avances. La fille, en colère, déclenche une violente tempête, détruisant tout sur son passage avec une force incroyable. Effrayé, Mathieu s'échappe dans sa voiture de livraison, mais réalise qu'il a laissé ses clés à l'intérieur. Forcé de retourner dans la maison, Mathieu découvre avec stupeur que le chaos a disparu, comme si rien ne s'était jamais produit. Une grande partie de la maison semble avoir disparu, et tout est calme. Perdu et confus, Mathieu décide d'appeler son patron. Après avoir partagé sa localisation via son téléphone, le patron et ses collègues se rendent sur les lieux. Initialement pensant à un cambriolage, ils sont perplexes en trouvant Mathieu allongé à côté de sa voiture de service dans un endroit désert, avec une seule maison ancienne en ruine. Les clés retrouvées à proximité, Mathieu raconte son histoire, mais les autres pensent qu'il hallucine. À l'hôpital, les médecins découvrent que Mathieu a perdu beaucoup d'énergie et a développé du diabète. Depuis cet incident mystérieux, la voiture de service n'a jamais fonctionné et Mathieu a perdu son emploi. Sa vie a pris un tournant dramatique. Selon la grand-mère de Mathieu, la femme rencontrée n'était pas humaine, mais un fantôme tombé amoureux de lui, désireux de tout faire pour le garder à ses côtés. Mathieu, non-croyant et ignorant en matière de paranormal, se retrouve déconcerté par cette expérience inexpliquée qui a bouleversé son existence. La vie de Mathieu a pris une tournure sombre et mystérieuse, plongeant dans l'inconnu où la réalité et le surnaturel se mêlent de manière inextricable. À la fin de cette petite histoire, j'aimerais juste vous dire que cette histoire, elle est réelle. La mamie de Mathieu, c'est ma voisine, c'est elle qui m'a raconté cette histoire. Mathieu, il est toujours vivant, il ne vit pas comme auparavant, il a changé un petit peu, il s'est passé des choses dans sa vie privée. Certes que plein d'entre vous vont me dire que non, c'est psychique, c'est machin, peut-être c'est l'effet de la drogue, etc. Mais je vous rassure que Mathieu n'avait aucune addiction selon sa famille, selon ses proches. Il était très sociable, il avait plein d'amis, plein de potes, etc. Il avait l'habitude de passer des vacances avec ses amis, avec ses potes, ses cousins. Tout a changé après cette histoire. Et dans les 3 religions du livre, ces histoires sont très répandues, c'est très connu. Et pour se protéger, il faut juste dire quelques prières, il faut que tu sois propre, il faut pas aller n'importe où, il faut pas provoquer ces fantômes et ces esprits et ce monde paranormal. En gros, moi je connais plein d'histoires pareilles. Si vous voulez que je partage avec vous ce genre d'histoire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à solliciter
solliciter ça dans les commentaires et je serai très content de vous raconter ce genre d'histoire. Je vous remercie et gentiment, je vous demande de vous abonner pour plein d'histoires pareilles. Merci beaucoup, à plus. Il y avait une femme qui habitait en face dans mon quartier. C'était une très très jolie femme. Elle attirait énormément d'hommes. Elle avait la particularité d'être super agressive avec eux. Elle se laissait pas accrocher dans la rue, accoster dans la rue comme ça. Truc de fou. Bref, un jour, elle est avec sa copine, elle est en ville, elle est en train de boire un milkshake, je crois, au Quick, qui était à côté du McDonald's, les anciens. Visualise l'endroit exact. Et c'était là, elle était en terrasse, et là, elle voit arriver un mec bizarre, il marche et tout. Et sa copine, elle dit, ma pote, elle se lève d'un coup, elle bloque sur le mec, elle l'appelle. Elle a dit, je traîne avec elle depuis plus de 10 ans, je la connais par cœur, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle appelle le mec, il arrive vers elle, ils commencent à parler ensemble. Et sa copine, elle disait que elle était télécommandée, la meuf, elle le regardait, elle avait des yeux qui brillent et tout. Elle l'avait jamais vue comme ça, sa copine. Les deux, ils parlent et tout, et puis rendez-vous est pris. Apparemment, ils ont fait leur schmilblick, ils devaient se revoir le soir. Or, avant, c'était très très rare de se voir le soir. Encore pire pour une rebeu. Ce qui se passe, c'est que pendant tout le chemin du retour, elle disait à sa copine Aïchik, dis à ta mère, je dors chez toi. Aïchik, sa copine, elle a dit, j'ai jamais vu ma copine comme ça. Bref, entre copines, l'autre, elle a cédé. Évidemment, on se demande d'où viennent les beurettes. Bref, c'est pas grave, elle a cédé et tout. Elle a dit, oui, je vais te couvrir, inquiète-toi pas et tout. Et ils se sont vus le soir. Ils se voient le soir, ils boivent un verre normal et tout. Et apparemment, lui, il voulait l'inviter au resto, mais il n'avait pas assez de sous sur lui. En ce temps-là, les distributeurs et les cartes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des cartes pour aller au distributeur. Bref, il lui dit, j'habite à moins d'1 kilomètre, viens, on y va à pied. Et ils longent les quais du Rhône ensemble et tout. Et dans le chemin, la fille, elle a un peu froid. Et le mec, il voit ça. Donc, il enlève sa veste, il lui dit, tiens, de toute façon, je vais reprendre une autre veste chez moi et tout. Donc, il lui prête sa veste et tout, normal, sa veste, elle lui tient chaud. Il arrive devant chez lui, il lui dit, écoute, mon père, il est un petit peu bizarre. Attends-moi ici, j'habite au 3e étage, porte de droite. Donc, je descends et tout, inquiète-toi pas. Il lui dit, ouais, vas-y. Elle attend devant et tout, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, il vient pas, le bonhomme. La meuf, elle commence à virer du cul. Wesh, il m'a pris pour une conne ou quoi? Elle commence à monter et tout. Et puis là, elle frappe à la porte indiquée. 3e et tout à droite. Tac, tac. Elle tape. Et là, il y a un vieux qui lui ouvre, un vieux bizarre et tout. Il lui dit, excusez-moi, monsieur. J'ai dû me tromper. C'est pas là qu'il habite, Franck. Il lui dit, Franck. Et c'est là où le vieux, il regarde sa veste. Il regarde sa veste, il bloque. Et lui dit, vous cherchez qui au juste? Il dit, cherche Franck, apparemment, il habite ici. Oui, il habite ici, mais vous êtes qui au juste? Il lui dit, je suis une copine, on était ensemble à l'instant. Il m'a dit qu'elle allait revenir, prendre des sous, puis on allait repartir ensemble. Pardon, le vieux? Et il commence à coller. Il lui dit, mais excusez-moi, la veste que vous avez, elle vient d'où? Il lui dit, c'est Franck qui me l'a laissée. Le mec, il panique, il va dans son placard, il ouvre, il regarde. Il referme le placard, la femme, elle comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il va vers elle et lui dit, vous en êtes sûr? Et le mec, agressif, il commence à lui enlever sa veste. La femme, elle commence à crier, mais lâchez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et lui dit, cette veste est à mon fils Franck, elle a disparu du placard. Et la femme, elle lui dit, je vous le dis depuis 5 minutes que c'est à Franck. Mais mon fils Franck est mort depuis 6 mois. Comment avez-vous pu avoir pris sa veste? Il est mort depuis 6 mois, on l'a enterré dans son village, là où il est né. Et c'est là où, en enlevant la veste, il a vu qu'il y avait une photo de Franck, mais qui avait grandi. Lui, il avait des photos de lui quand il était petit, mais là, c'était une photo de Franck, mais qui avait grandi. Nebi, à ce qui paraît, la meuf, à l'heure d'aujourd'hui, elle se tape encore la tête sur les radiateurs là-bas, et au bled. Truc de fou. Elle a flirté avec un genou. Je suis tombé l'offre d'un genou. J'en rigole, mais moi, j'ai des frissons. Prenez soin de vous, de vos familles. Salam alaikum, les gens.